Très bien. On va clôturer notre module de cytologie aujourd'hui en abordant la biomotilité qui est la dernière partie de votre cours sur le cytosquelette. Nous avions abordé le cytosquelette, nous avions abordé les différentes parties du cytosquelette, les différentes parties structurales et organisatrices du cytosquelette. On avait dit que le cytosquelette était principalement représenté par des protéines intracellulaires, des protéines cytoplasmiques, des protéines hyaloplasmiques, puisque les protéines étaient solubilisées au niveau du hyaloplasme et n'appartenaient pas aux organites de la cellule. C'était des composants du hyaloplasme. Très bien. Du hyaloplasme, le cytosquelette est principalement représenté par les microtubules, qui sont des tubules, qui sont des organisations cylindriques, d'accord, par les microfilaments fins d'actine, qui sont de très fins filaments de quelques nanomètres de diamètre, les filaments intermédiaires et les filaments épais de myosine, les filaments épais de myosine. Donc j'avais des filaments très fins, des filaments épais, et entre les deux, des filaments qui avaient un diamètre moyen, je les ai appelés les filaments intermédiaires de cytokératine. Aujourd'hui, on va voir un peu le fonctionnement, l'implication du cytosquelette dans quelques fonctions de l'organisme, dans quelques fonctions de la cellule. On va parler premièrement du transport vésiculaire. Quelle est l'implication du cytosquelette dans les mécanismes d'exocytose et d'endocytose, la migration des chromosomes, où apparaît le rôle du cytosquelette dans la division du matériel génétique, dans la séparation du matériel génétique qui s'est dédoublé. La cytodiarèse qui correspond à la division du cytoplasme des deux cellules filles lors de la division d'une cellule mère, la contraction musculaire au niveau du muscle strié squelettique, et enfin les mouvements améboïdes qui permettent le déplacement, d'une cellule dans son stroma ou dans sa lame basale ou dans son tissu conjonctif. Très bien, très bien. Donc nous pouvons répartir ces différents fonctionnements ont des fonctionnements où il y a des fonctions intracellulaires, d'accord, des fonctions de contraction et des interactions d'une cellule avec son milieu extrinsèque, Très bien. On avance. La biomotilité comme phénomène, c'est l'aptitude de la cellule à effectuer des mouvements spontanés. C'est la capacité de la cellule à réaliser des mouvements. C'est la capacité de la cellule à réaliser des mouvements. Ces mouvements peuvent être des mouvements intracellulaires, des mouvements entre deux cellules, ou là des mouvements entre une cellule et son milieu extérieur. C'est une dynamique basée sur l'utilisation du cytosquelette. C'est l'utilisation du cytosquelette qui est à la base des mouvements de la cellule. Et c'est pour cela qu'on appelle ces protéines cytosquelettes. C'est le squelette de la cellule. Il lui donne son architecture et il lui permet ses mouvements. Il lui donne son architecture et il lui permet ses mouvements. Très bien. La biomotilité est divisée en plusieurs parties. On a des mouvements intracellulaires et des mouvements de cellules entières. Les mouvements intracellulaires, ce sera le transport des organites et le transport des vésicules, le transport de composants du système endomembranaire. Dans les neurones, on va voir dans les neurones et dans les autres cellules. Ce sera le même principe de déplacement de vésicules, que ce soit dans les neurones ou bien dans les autres cellules. Seulement dans les neurones, c'est des déplacements qui sont plutôt organisés dans des sens précis. Le fameux sens antérograde et le sens rétrograde. Très bien. La migration chromosomique dans la cellule en division, d'accord? La migration chromosomique et enfin la cytodiarèse. Il faut faire la différence entre la migration chromosomique et la cytodiarèse. La migration chromosomique correspond à la séparation du matériel nucléaire. La migration chromosomique correspond au déplacement ou à la séparation du matériel nucléaire. Elle correspond à la séparation du matériel nucléaire, tandis que la cytodiarèse correspond à la séparation du cytoplasme. Donc au cours d'une division cellulaire, j'ai une cytodiarèse et j'ai aussi une division du matériel chromosomique ou bien migration chromosomique. La migration chromosomique a lieu en premier lieu, puis elle sera suivie par une cytodiarèse. Ça, c'est des mouvements intracellulaires, c'est des mouvements, c'est des transports de vésicules, c'est des transports de cytoplasme, c'est des transports de chromosomes, mais tous ces mouvements sont réalisés à l'intérieur d'une même cellule et on les appelle mouvements intracellulaires. Le deuxième type de mouvement, ce sont les mouvements
d'une cellule entière. Pardon, on termine avant par la contraction des cellules musculaires, où il y a une interaction entre les microfilaments fins d'actine et les filaments de myosine. Ces interactions qui permettent la contraction d'une fibre musculaire, qui permettent ensuite la contraction d'un faisceau musculaire et la contraction d'un muscle et la réalisation d'un mouvement. Ce sont des contractions qui sont aussi réalisées à l'intérieur d'une même cellule. Donc tout ça, c'est des contractions qui ont lieu à l'intérieur d'une seule cellule. Il y a d'autres mouvements qui sont des mouvements de cellules entières, c'est-à-dire qu'il y a une cellule qui va se déplacer. C'est le déplacement d'une cellule entière. Les fameux mouvements amoeboïdes, comme les fibroblastes en culture, les macrophages, les cellules tumorales. Toutes les cellules qui ont la capacité de se déplacer, dans le tissu conjonctif. Le mouvement amoeboïde n'est pas un déplacement quelconque. Il y a beaucoup de cellules, des milliers de cellules qui peuvent se déplacer via le sang. Donc j'ai des cellules qui peuvent migrer dans la circulation sanguine, et en migrant dans la circulation sanguine, c'est des cellules en déplacement. Mais la capacité de se déplacer dans la lame basale, la capacité de se déplacer dans le tissu conjonctif, elle nécessite l'intervention du cytosquelette, elle nécessite des déplacements à travers les membranes. On les appelle mouvements amoeboïdes. Amoeboïde veut dire que ces mouvements ressemblent aux mouvements des amibes. Les amibes étant des organismes unicellulaires. Les amibes sont des types de parasites, d'accord, ce sont des protozoaires, et ce sont des organismes unicellulaires, d'accord, les amibes, comme les amébia histolytique ou n'importe quel autre amibe, d'accord. Donc c'est des amibes, c'est des cellules qui vont réaliser des mouvements lorsqu'on les regarde en microscopie. Donc on a appelé ces mouvements, les mouvements des cellules de mon organisme, je les ai appelés mouvements amoeboïdes parce que ces mouvements ressemblent au mouvement des amibes, au mouvement des parasites qui sont des amibes. Très bien, on avance. On va voir ces différents types de mouvements. Nous allons commencer par le transport vésiculaire. Le transport vésiculaire est principalement représenté par l'exocytose et l'endocytose. Les transports vésiculaires comprennent l'endocytose et l'exocytose. L'endocytose fait intervenir les microfilaments fins d'actine et la prophyline, puis les microtubules et les dynéines. Alors que l'exocytose fait intervenir les microtubules, puis avec les kinésines, puis les microfilaments fins avec la gelsoline et la myosine 1. Attention. Cette planche est très importante. Cette planche est organisatrice. Cette planche n'a pas été dessinée comme ça. Regardez, je commence par l'endocytose. Il y a une répartition, une organisation chronologique des différentes expressions et phrases écrites ici. Quand il y a endocytose, il y a intervention des microfilaments fins d'actine avec la prophyline, puis les microtubules avec les dynéines. Donc ici, ils ont commencé par les microfilaments fins. Ils ont cité les microfilaments fins, puis les microtubules. Ça, là. Et dans l'exocytose, ils ont cité les microtubules avant les microfilaments fins. Pourquoi il y a eu une inversion? Je pouvais commencer dans les deux situations par les microfilaments fins ou bien commencer dans les deux situations par les microtubules. En fait, cette organisation, elle est d'ordre chronologique. Dans l'endocytose, il y a une intervention des microfilaments fins, puis des microtubules. Dans l'exocytose, il y a une intervention des microtubules, puis des microfilaments fins. S'il vous plaît, dans les différents mouvements qu'on va voir, aujourd'hui, d'accord, et principalement dans les transports vésiculaires. Sachez que les microfilaments fins d'actine, ils vont interagir au niveau du cytoplasme sous-membranaire, au niveau du cytoplasme qui est sous la membrane. Les microtubules vont interagir avec le cytoplasme qui est près du centre cellulaire. Et cette intervention, elle dépend de quoi? Elle dépend de la localisation des microtubules et des microfilaments fins d'actine. Quand on a étudié les microtubules, on avait dit qu'ils étaient concentrés au niveau de la partie centrale, qu'ils prenaient leur naissance au niveau de la partie centrale, au niveau des centrosomes constitués par deux centrioles perpendiculaires, avec création de l'anneau turc, puis création de microtubules. Ça, très bien. Et donc, les microtubules vont intervenir dans le transport vésiculaire dans la partie centrale. Alors que les microfilaments fins d'actine, qui ont des localisations plutôt périphériques, ils vont intervenir en périphérie. C'est-à-dire qu'il y aura un relais
qu'il y aura un relais, qu'il y aura un relais. C'est comme si j'avais besoin de transporter une marchandise entre l'Algérie et l'Espagne, entre l'Algérie et l'Espagne, entre Djelfa et l'Espagne, entre Djelfa et l'Espagne. Donc je dois avoir deux types de mouvements. Un mouvement terrestre par des camions qui viendront ou qui se déplaceront de Djelfa vers Alger, puisque Djelfa ne comprend pas de mer, elle n'a pas de littoral de mer, d'accord? Donc Djelfa, je vais avoir un premier transport, c'est le transport terrestre via des camions. La marchandise va être transportée vers le port d'Alger, puis au niveau du port d'Alger, je vais transporter la marchandise via des bateaux, un transport maritime qui me fera arriver la marchandise vers l'Espagne. Donc, je vais avoir deux types de transport, un transport terrestre et un transport maritime. Un transport terrestre et un transport maritime. S'il vous plaît, quand je veux déplacer des moutons de Djelfa vers l'Espagne, je vais commencer par le transport terrestre ou bien le transport maritime. Je vais transporter par transport terrestre et les camions vont interagir avant les bateaux. Par contre, quand je déplace les oranges de l'Espagne vers Djelfa, les oranges. D'accord? Donc, quand je déplace les oranges de l'Espagne vers le Djelfa, je vais commencer le transport par les bateaux qui me feront arriver les oranges vers Alger, puis le transport terrestre, les camions qui me feront déplacer les oranges de Alger vers le Djelfa. Donc, la chronologie de l'intervention, elle dépend de quoi? Elle dépend du sens du transport. Quand je réalise une exocytose, je suis en train de déplacer une molécule, je suis en train de déplacer une vésicule du centre de la cellule vers la périphérie. Je suis en train de déplacer mes molécules, je suis en train de déplacer mes vésicules du centre vers la périphérie, et donc il y aura une intervention des microtubules avant les microfilaments fin d'actine. Tandis que quand je suis en train de réaliser une endocytose, je suis en train d'internaliser une molécule ou une vésicule de la périphérie vers le centre. Et donc j'aurai une intervention des microfilaments fin d'actine avant les microtubules. Est-ce que vous êtes d'accord? Très bien. Les microtubules, quand on les avait étudiés, on avait dit qu'il y avait un transport du centre vers la périphérie et un autre transport de la périphérie vers le centre. Quand le transport est réalisé du centre vers la périphérie, il faisait intervenir les kinésines. Quand il était réalisé de la périphérie vers le centre, il faisait intervenir les dynéines. Ça, vous l'avez. Ensuite, on avait parlé des microfilaments fin d'actine et on avait parlé des protéines associées aux microfilaments fin d'actine. On avait dit que la prophyline, c'était quoi son rôle, la prophyline? La prophyline intervenait dans la polymérisation, excellent, la polymérisation des microfilaments fin d'actine. Donc, elle va interagir au cours de l'endocytose pour pousser la vésicule à l'intérieur de la cellule par prolifération. Et on avait dit que quand on avait parlé de la polymérisation, on avait dit qu'au cours de la polymérisation des microfilaments fin d'actine pouvait commencer au niveau sous-membranaire ou là au niveau du centre. Donc je peux avoir une polymérisation qui commence au niveau de la périphérie, qui commence au niveau sous-membranaire, où j'ai une vésicule, puis les microfilaments fin d'actine vont commencer à proliférer et en commençant à se multiplier, en commençant à se polymériser, elles vont pousser la vésicule à l'intérieur. Cette vésicule sera ensuite relayée, elle sera prise par les microtubules et les microtubules vont continuer le transport via les dynéines. Pour l'exocytose, ce sera l'inverse. Ce sera les microtubules qui commenceront. Elles vont transporter la vésicule du centre cellulaire vers la périphérie via les kinésines, puis elles vont les donner aux microfilaments fin d'actine. Pourquoi et qu'est-ce que vont faire les microfilaments fin d'actine? Il y aura une destruction des microfilaments fin d'actine en réseau sous-membranaire pour ouvrir le barrage pour que les vésicules puissent être transportées. Cette destruction nécessite une augmentation de la concentration du CA2+, pour activer une calciprotéine qui s'appelle la gelsoline. La gelsoline va être responsable de la transformation de l'état gel à l'état sol en détruisant ou là en dépolymérisant les réseaux de microfilaments fin
d'actine. Il y aura aussi une intervention de la myosine 1. Pourquoi? Parce que la myosine 1 est une molécule qui est responsable de la fixation des microfilaments fins d'actine en membrane, que ce soit la membrane plasmique ou bien les membranes vésiculaires. Donc au cours de l'exocytose, les vésicules sont transportées en premier lieu par les kinésines sur les microtubules, puis par la myosine 1 sur les microfilaments fins d'actine. Est-ce que c'est clair? Au cours de l'exocytose et au cours de l'endocytose, je vais avoir l'intervention des microfilaments fins d'actine et des microtubules. Qu'est-ce qui change? C'est l'ordre. C'est l'ordre d'implication des deux molécules. On avance. Est-ce que c'est clair? Très bien. Transport vésiculaire sur les microtubules via les mappes motrices, les dynéines et les kinésines. On avait dit que les kinésines étaient responsables du transport du centre vers la périphérie. D'accord. Donc ça, c'est une kinésine. Et la dynéine était responsable du transport de la périphérie vers le centre. Ça, c'est une dynéine. Est-ce que vous êtes d'accord? Très bien. On avance. Dans le cortex sous-membranaire, les microfilaments fins d'actine et leurs protéines associées prennent le relais. Quand la vésicule est transportée par le microtubule, ça c'est un microtubule, ça c'est un microtubule, ça c'est un microtubule, ça c'est un microtubule. On commence par l'exocytose. Voici un microtubule qui est en train, ça c'est un microtubule qui est en train de transporter une vésicule d'exocytose via les kinésines. Quand il arrive au niveau des microfilaments fins d'actine, les microfilaments fins d'actine vont créer un relais où elles vont faire intervenir la gelsoline. La gelsoline va détruire les réseaux et les filaments fins d'actine vont porter les vésicules sur des myosines 1 pour permettre leur extériorisation. Quand il y a une endocytose, c'est les microfilaments fins d'actine qui commencent leur travail avant les microtubules. Les microfilaments fin d'actine vont activer la profiline. La profiline va créer des polymérisations et la polymérisation va pousser la vésicule à l'intérieur de la cellule. Elle va pousser la vésicule à l'intérieur de la cellule, puis cette vésicule va être récupérée par les microtubules. Les microtubules vont la porter par les dynéines pour être transportée au niveau intracellulaire. C'est clair? Très bien. La vésicule d'endocytose est propulsée dans le cytosol par une queue de microfilaments fins d'actine. Donc voici ma vésicule d'endocytose. Dès qu'elle est créée, elle va rapidement. Il faut savoir que la vésicule, elle est créée par des points de tension, créés par les microfilaments fins d'actine. C'est les points de tension des microfilaments fins d'actine en se polymérisant grâce à la profiline qui vont délimiter cette vésicule d'endocytose. La vésicule, elle va créer, qu'est-ce qu'elle va créer? Elle va créer une petite excavation, une petite invagination, puis les microfilaments fins d'actine vont venir et ils vont l'aider à se bourgeonner à l'intérieur de la cellule, puis ils vont la pousser par des polymérisations. Ils vont se polymériser et en se polymérisant, ils vont la propulser à l'intérieur de la cellule. Une fois à l'intérieur de la cellule, elle va être récupérée par les microtubules qui vont la transporter grâce aux dynéines. Très bien. L'exocytose nécessite la désagrégation locale du cortex, effet de la gelsoline. Donc il y aura une augmentation de la concentration du CA2+. Cette augmentation va activer la gelsoline et la gelsoline va dégrader mes molécules. Le mouvement de la vésicule fait intervenir l'actine et la myosine courte. C'est quoi la myosine courte? C'est la myosine de type 1. Excellent. C'est la myosine de type 1 qui est responsable de l'interaction des microfilaments fin d'actine avec les membranes. Que ce soit la membrane plasmique ou bien les membranes vésiculaires. Très bien. Donc vous voyez ici la vésicule, elle est transportée sur la kinésine. Elle va être donnée aux microfilaments fin d'actine. Les microfilaments fin d'actine vont la transporter grâce aux myosines jusqu'à la membrane où elle va fusionner, et en fusionnant, elle pourra s'exociter et extérioriser son contenu. Est-ce que c'est clair? On a terminé avec le transport général. On va voir les transports axonaux. J'ai deux flux au niveau d'un axone. J'ai un flux antérograde et un flux rétrograde.
Le flux antérograde, c'est le flux qui est responsable du transport des vésicules du centre cellulaire vers la périphérie, du centre cellulaire vers la terminaison nerveuse. On l'appelle sens antérograde. Antérograde, c'est-à-dire dans le sens d'évolution du message nerveux. Antérograde. Rétrograde, c'est le sens inverse. C'est le sens inverse. C'est l'endocytose, c'est la récupération des vésicules au niveau des terminaisons synaptiques, et puis son transport jusqu'au centre cellulaire. Jusqu'au centre cellulaire. Très bien. Les vésicules synaptiques arrivent à la terminaison par transport antérograde. Les mitochondries sénescentes et les endosomes sont récirculés par transport rétrograde. S'il vous plaît, est-ce que vous vous souvenez lorsqu'on avait parlé de la plaque motrice, lorsqu'on avait parlé des mitochondries, vous vous souvenez lorsqu'on avait parlé de l'acétylcholine, vous vous souvenez de l'acétylcholine? L'acétylcholine, il est synthétisé où? L'acétylcholine, il est synthétisé où? Au niveau de la terminaison synaptique. Et ce sont les vésicules qui sont synthétisées vides dans le corps cellulaire, qui sont transportées par les microtubules, qui sont remplis par l'acétylcholine au niveau de la terminaison synaptique. Ça, très bien. Donc la synthèse de l'acétylcholine, elle a lieu où? Elle a lieu au niveau de la terminaison synaptique. D'accord? Donc la terminaison synaptique devra être riche en mitochondries. La terminaison synaptique est très riche en mitochondries. Très bien. Donc les mitochondries qui sont sénescentes, les mitochondries qui ne peuvent plus réaliser leur fonction, je dois les récupérer pour les détruire. Donc je les récupère par un transport rétrograde via les déniines. Je vais les transporter par un transport rétrograde pour les récupérer par les déniines. D'accord? Très bien. Les vésicules d'exocytose, je vais les transporter vers la périphérie, donc elles vont subir un transport antérograde via les kinésines. Est-ce que vous êtes d'accord? Là, on vous donne des exemples, des molécules qui vont subir un transport antérograde et des molécules qui vont subir un transport rétrograde. Les molécules qui vont subir un transport antérograde, ce sont les vésicules d'exocytose, et les molécules qui vont subir un transport rétrograde, ce sont les mitochondries et les vésicules d'endocytose. Très bien. Très bien, on avance. Les molécules véhiculées par transport antérograde et rétrograde. On a parlé de tous ces types de molécules. D'accord? Donc voici mon corps cellulaire. Tout ça, c'est un neurone. Il existe des molécules qui vont subir un transport rétrograde et d'autres de transport antérograde. Qu'est-ce qui va être transporté en transport antérograde? Les organites et les neurotransmetteurs. Quand j'envoie une mitochondrie pour travail, je l'envoie par voie antérograde. Quand j'envoie une vésicule pour être remplie d'acétylcholine, je l'envoie par transport antérograde. Pour le transport rétrograde, les molécules membranaires. Quelles molécules membranaires? Les molécules membranaires qui ont été endocytées, qui ont été récupérées. Les facteurs de croissance des nerfs qui sont récupérés. Les toxines cholériques, tétaniques, les virus qui vont profiter de la membrane plasmique pour être internalisés. Les différentes molécules, les différentes virus, les différents germes, ils vont être internalisés à l'intérieur de la cellule. Donc c'est un transport rétrograde. Elles sont en dehors et elles veulent rentrer. Donc c'est un transport de la périphérie vers le centre. Et quand je suis dans un neurone, je vais dire que c'est un transport rétrograde. Nutrition et renouvellement des organites du neurone. Donc, le plus important, c'est de savoir que j'ai des molécules qui vont être transportées du centre vers la périphérie. Quelles sont ces molécules? Ce sont les molécules que je veux exprimer ou que je veux extérioriser. Ou bien les organites que je veux envoyer à la périphérie pour donner de l'énergie. Très bien. Quels sont les organites que je vais transporter vers le centre? Ce sont les molécules qui sont situées dehors, qui sont situées sur la membrane ou dans la matrice extracellulaire et que je veux internaliser. Soit que je veux internaliser moi-même, soit qui s'internalisent par eux-mêmes pathologiquement comme les virus. Est-ce que c'est clair? Très bien. Le flux antérograde du corps neuronal vers la terminaison axonale par la kinésine. Le flux rétrograde de la terminaison axonale vers le corps neuronal par la dynéine. Ces transports de vésicules ou d'organites ont pour support les microtubules. Vous voyez, on est en train de se répéter. Voici un microtubule. Le microtubule va se déplacer vers la terminaison axonale. Il va transporter une vésicule par une kinésine. Là, c'est toujours un microtubule. Ce microtubule va déplacer une molécule
vers le côté du plus vers le moins, c'est-à-dire de la périphérie vers le centre via l'adénine. C'est vers le noyau, vers le centre cellulaire, D'accord? Très bien, on avance. Migration des chromosomes. On a terminé avec le transport vésiculaire. On va voir la migration des chromosomes au cours de la division. Alors, l'origine des microtubules du fuseau. Le fuseau achromatique ou le fuseau mitotique. Les matrices des MAP des pôles sont des comptes pour les microtubules astro limités aux deux pôles, le microtubule polaire reliant les deux pôles, les microtubules kinétochoriens attachés aux chromatides. D'accord? Donc, j'ai plusieurs microtubules au niveau d'une même cellule. D'accord? Au niveau d'une même cellule, j'ai des microtubules qui sont situés au niveau de la périphérie de chaque cellule, des microtubules astro qui sont situés au niveau des pôles. D'accord? J'ai d'autres microtubules qui relient les deux pôles, Et j'ai des microtubules kinétochoriens. C'est quoi leur fonction? C'est de lier les microtubules à mes chromosomes. Donc c'est ça un microtubule kinétochorien. Il va lier le chromosome au microtubule. Donc j'ai combien de types de microtubules? 3 types de microtubules. Des microtubules astro qui sont situés dans les pôles. Des microtubules polaires qui relient les deux pôles et des microtubules kinétochoriens qui relient ou qui sont liés, qui lient les microtubules, qui lient mon faisceau au chromosome. Et les chromosomes, vous savez très bien qu'ils sont liés à travers leur kinétochore. C'est quoi le kinétochore? Le kinétochore, c'est une partie qui permet le mouvement du chromosome. Elle est située où? Elle est située au niveau du centre. Donc voici mon chromosome. D'accord? Il comprend une partie qui s'appelle le kinétochore. Le kinétochore est situé au niveau du centrosome. Voici le kinétochore. Sur ce kinétochore vont se fixer les microtubules polaires. Puis ces microtubules polaires vont se fixer sur les microtubules astro. Est-ce que c'est clair? Très bien. Tous ces microtubules dérivent de la matrice des MAP. D'accord? Toutes ces protéines sont des matrices des MAP. Elles dérivent du centre cellulaire. Très bien. Mise en place du fuseau mitotique. À la prophase débute la polymérisation des microtubules astro et polaires à partir du compte, conduisant à la séparation des deux paires de centrioles. Donc, j'avais une seule cellule, une grosse cellule. D'accord? J'avais une seule cellule. Voici ma cellule. D'accord? Et au niveau de cette cellule, j'avais un seul corps, un seul centre cellulaire. Ce centre cellulaire va se diviser. Il va se diviser en deux parties. Chaque partie va se multiplier. Donc je vais avoir cet aspect. Je vais avoir une grande cellule. Et au niveau de cette cellule, j'ai un premier centre cellulaire, un deuxième centre cellulaire. D'accord? Un premier centre cellulaire, un deuxième centre cellulaire. À la métaphase, il y aura polymérisation des microtubules astro. Ces deux microtubules astro, ces microtubules astrales, ces microtubules astro qui vont commencer à prendre naissance à partir des centrioles. Ces microtubules astro, j'ai ici des microtubules qui vont commencer à naître au niveau des centrioles. Elles vont commencer à se polymériser. Les microtubules vont commencer à se polymériser. Ils vont constituer les microtubules polaires et les microtubules kinétochoriens pour la migration du chromosome vers le centre de la cellule. Très bien. Donc je vais avoir des chromosomes qui vont s'organiser en une plaque, la plaque équatoriale. Cette organisation en plaque équatoriale, elle se fait aussi par cette prolifération cette polymérisation des microtubules. Microtubules astro, puis microtubules. Quels microtubules Hadoma? Ce sont les microtubules polaires. D'accord? Microtubules polaires. Et enfin, ces microtubules polaires sont liés au chromosome sur leur kinétochore grâce à ce que j'appelle les microtubules kinétochoriens.
Vous êtes d'accord? Très bien, très bien. C'est au cours de la métaphase. C'est au cours de la métaphase. C'est à la métaphase que j'ai la constitution de la plaque équatoriale. Ensuite, au cours de l'anaphase, suite à la polymérisation des microtubules polaires et la dépolymérisation des microtubules chromosomiques. Où sont les microtubules chromosomiques? Ce sont les microtubules kinétocoriens. Les microtubules chromosomiques comme les microtubules chromosomiques comme les microtubules kinétocoriens. D'accord? Il y aura une dépolarisation de ces microtubules chromosomiques pour la migration des chromatides vers le pôle du fuseau. Enfin, dans la phase, les microtubules polaires se raccourcissent et l'enveloppe nucléaire commence à se constituer. Regardez ce qui va se passer. Il y aura une polymérisation des microtubules polaires et une dépolymérisation des microtubules chromosomiques. Cette partie-là, elle va commencer à se dépolymériser. Cette partie-là, elle va commencer à se dépolymériser. Cette partie-là, elle va commencer à se dépolymériser. Cette partie-là aussi. D'accord? Et la partie inverse, la partie qui est située ici, elle va se polymériser pour avancer. Elle va se polymériser pour avancer. Elle va se polymériser pour avancer. Dans ce sens aussi. Ce qui fait en sorte qu'il y aura une séparation des deux chromosomes. Il y aura une séparation du deux chromosomes. Ce chromatide va être attiré vers cette partie, alors que ce chromatide va être attiré vers la partie contraire, vers la partie inverse. Et j'aurai une séparation. Je vais déchirer les deux chromatides. Je vais déchirer les deux chromatides d'un même chromosome. Et grâce au mouvement de polymérisation des microtubules polaires, je vais avancer vers un pôle et je vais créer le matériel génétique. En fin d'anaphase, tous les chromosomes vont se retrouver dans une partie cellulaire, et je vais avoir le début de la formation de mes deux nouvelles cellules. Ici, il y aura un début de création du noyau. Le nucléoplasme va commencer à être délimité et l'enveloppe nucléaire va commencer à me développer mes noyaux. En fin d'anaphase, il y aura déjà la constitution, il y aura le début de la constitution des noyaux. D'accord? Donc vous voyez que ce sont les microtubules qui sont responsables de la migration des chromosomes. Ce sont les microtubules qui sont responsables de la migration des chromosomes. Ce sont les microtubules qui sont responsables de la migration des chromosomes. Ce sont les microtubules qui sont responsables de la migration des chromosomes au cours de l'anaphase dans la division cellulaire. Très bien, on avance. Les microtubules du fuseau s'allongent et se raccourcissent pour assurer l'ascension polaire des chromosomes. Ils vont se raccourcir du côté des microtubules chromosomiques, pour attirer les chromosomes. Donc elles vont se raccourcir d'un côté et elles vont se prolonger du côté inverse, du côté orienté vers le centrosome pour permettre une dépolymérisation. S'il vous plaît. J'ai le chromosome. Et le chromosome, il va commencer à se polymériser d'un côté et à se dépolymériser de ce côté. Donc, il y aura un avancement des vésicules. Où là, des chromosomes, je suis en train de déplacer des chromosomes, et les chromosomes vont se déplacer jusqu'à arriver à l'extrémité. Où j'ai un pôle cellulaire. Qui est en train d'attendre son matériel génétique. Ensuite, il y aura une dépolymérisation. Attention, il y aura une dépolymérisation au niveau d'un côté et une polymérisation au niveau d'un autre côté, mais ce côté qui est en train de se polymériser va ensuite, à la fin de la division, il va aussi se dépolymériser. Le plus important maintenant, ce sont les phénomènes qui sont en train de me permettre le déplacement. Ce sont les différents moyens qui sont en train de me permettre ce déplacement. Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc, regardez ce qui est en train de se passer. J'ai un cytoplasme. Voici mes chromatides. Ça, c'est la prophase. J'ai commencé à multiplier le matériel génétique et à organiser le matériel génétique en chromosome. Très bien. Ensuite, ce chromosome, au niveau de la métaphase, les chromosomes vont s'organiser grâce à la prolifération des microtubules. Ils vont s'organiser en une plaque que j'appelle l'équateur ou de la plaque équatoriale. Puis il y aura le début de la dépolymérisation. Et c'est la dépolymérisation qui me permet de séparer les deux chromatides d'un même chromosome. S'il vous plaît. Au cours d'une mitose, j'ai un dédoublement du matériel génétique.
chaque chromosome dans une cellule somatique est constitué par un seul chromatide. Chaque chromosome au niveau d'une cellule somatique est constitué par un chromatide. Chaque chromosome est constitué par un chromatide. Au cours du début de la division, ce sont les méioses ou les mitoses, au cours de l'interphase de division, il y aura un dédoublement du matériel génétique. Il y aura un dédoublement du matériel génétique et chaque chromosome pourra être constitué de deux chromatides. Donc retenez que le dédoublement du chromosome en deux chromatides, c'est lui qui est responsable de la sauvegarde du matériel génétique. J'ai un chromosome. Voici un chromosome, il est constitué par un seul chromatide. Avant la division, il va se dédoubler pour devenir constitué de deux chromatides. Puis ces deux chromatides vont se séparer pour réavoir un chromosome constitué par un seul chromatide. Est-ce que vous êtes d'accord? Très bien. Donc, supposons que des chromosomes, chaque chromosome est constitué par deux chromosomes. Il faut les retenir. Chaque chromosome est constitué de deux chromosomes. Chaque chromosome est pair. Il est constitué de deux chromosomes analogues. Chaque chromosome dans la cellule somatique. On ne dit pas, attention, ne faites pas cette erreur. Dans une cellule somatique, il ne faut pas dire qu'un chromosome est constitué de deux chromatides. Un chromosome, il est double, il est dédoublé. Il est constitué de deux chromosomes analogues. Un chromosome paternel et un chromosome maternel. D'accord? Un chromosome, il est constitué de deux chromosomes. D'accord? Au cours de la mitose, les deux chromosomes du papa et de la maman vont rester ensemble. Ils vont se dédoubler et chaque chromosome va être constitué par deux chromatides. Donc j'aurai combien de chromatides? J'aurai quatre chromatides. Un chromosome maternel, un chromosome paternel. Les deux constituent un seul chromosome. Ce chromosome va se dédoubler. Chaque chromosome est constitué par un seul chromatide. En se dédoublant, chaque chromosome va être constitué par deux chromatides. Ensuite, il y aura une division de ces chromatides pour réavoir des chromosomes qui sont constitués par un seul chromatide. Donc, dans la cellule fille qui vient d'une mitose, dans une cellule fille qui résulte d'une mitose, j'aurai dans chaque chromosome deux chromosomes, un chromosome maternel, deux chromosomes analogues, un chromosome maternel et un chromosome paternel. Un chromosome maternel et un chromosome paternel. Je vais sauvegarder le patrimoine génétique au cours d'une mitose. Je vais sauvegarder le patrimoine génétique. J'avais un chromosome qui est constitué de deux chromosomes, le chromosome maternel et le chromosome paternel. Chaque chromosome va se dédoubler. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais séparer les copies. Qui se sont dédoublées. Je ne sépare jamais le chromosome maternel du chromosome paternel. Je les laisse ensemble dans une mitose. Dans une méiose, qu'est-ce qui se passe? Je vais réaliser aussi un dédoublement. J'ai deux chromosomes, un chromosome maternel, un chromosome paternel. Les deux constituent un seul chromosome. Et ces chromosomes vont se dédoubler pour devenir constitués chacun de deux chromatides. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais séparer le chromosome maternel et le chromosome paternel. C'est la principale différence entre la mitose et la méiose. Dans la mitose, je ne sépare pas les chromosomes. Je ne sépare pas le chromosome maternel et le chromosome maternel. Je ne fais que créer des copies, puis je sépare les copies. Dans la méiose, je crée des copies, mais ensuite, je sépare le chromosome maternel du chromosome paternel. Donc, j'ai un chromosome paternel, un chromosome maternel, c'est des chromosomes analogues. Je les dédouble, ça je les sépare. Celui du papa et celui de la maman vont aller dans deux cellules différentes. Ensuite, je vais aussi séparer les copies. Maintenant, c'est des deux doigts sur deux. Un doigt et un doigt. Et c'est pour cela que la méiose est constituée de deux divisions. Une division réductionnelle, c'est la première division, c'est la division au cours de laquelle il y a une réduction du matériel génétique parce que j'ai séparé le matériel génétique de la maman du matériel génétique du papa. Et ensuite, il y a une division équationnelle où je n'ai fait que séparer les copies, où je sauvegarde la quantité du matériel génétique. Ce fut un petit rappel sur la méiose et la mitose.
D'accord? Donc, toutes ces divisions, tous ces déplacements de chromosomes, ils sont dus, ou ce sont les résultats. Ce sont les résultats de l'interaction des microtubules avec les kinétochores. C'est quoi les kinétochores? C'est des parties du chromosome qui sont situées au niveau de son centre. Au niveau de son centre. Et qui permettent au chromosome de se fixer. Ils permettent au chromosome de se fixer au microtubule pour que les microtubules puissent tirer et réaliser cette séparation du matériel génétique. Très bien, on avance. Donc voici, à la métaphase, le chromosome est formé de 2 chromatides. Vous voyez, à la métaphase, le chromosome est constitué de chromatides, de 2 chromatides. Mais dans une cellule qui est adulte, le chromosome n'est constitué que d'un seul chromatide. D'accord? Très bien. Relié au niveau du centromère, celui-ci porte un complexe protéique, le kinétochore. Donc voici le kinétochore. Si on veut définir le kinétochore, c'est quoi? C'est un complexe protéique situé au niveau du centre du chromosome et qui est responsable de la fixation du chromosome sur les microtubules. Dynamique des microtubules du fuseau mitotique et mécanisme de séparation des chromosomes. Les microtubules kinétochoriens sont liés au kinétochore durant la métaphase par des protéines associées. Ce n'est pas important. L'essentiel, c'est que j'ai des microtubules, j'ai 3 types de microtubules, des microtubules astro, des microtubules polaires et des microtubules kinétochoriens. Ce sont les microtubules kinétochoriens qui sont responsables de la fixation du chromosome sur les kinétochores. D'accord? Ensuite, cette fixation sera suivie d'une dépolymérisation et la dépolymérisation va arracher. Elle va arracher. Il y aura des forces inverses. Et ces forces inverses permettront de séparer. Elles permettront de séparer les 2 chromosomes. l'un de l'autre. Très bien. Fuseau mitotique visualisé par une myofluorescence dans les cellules en division. Donc vous voyez le fuseau mitotique à différentes phases. Regardez, ici je suis en anaphase, ici je suis en fin d'anaphase. Vous voyez comment j'ai pu séparer. C'est quoi le fuseau mitotique? Il a quelle couleur le fuseau mitotique? Il a la couleur rouge. Qu'est-ce qui est en bleu? Ce sont les chromosomes. Ce sont les chromosomes qui sont en bleu. Et mon fuseau il est coloré en rouge. Très bien. On avance. La cytodiarèse, on a terminé avec la séparation du matériel génétique. On va voir maintenant la séparation du cytoplasme. La cytodiarèse, on l'avait abordé au cours dans notre cours des microfilaments fins d'actine. On avait abordé la cytodiarèse dans le cours des microfilaments fins d'actine. On avait dit qu'au cours de la cytodiarèse, il y avait une implication de quel type d'organisation des microfilaments fins d'actine. Au cours de la cytodiarèse, j'avais des faisceaux larges. Donc les faisceaux larges, on en a vu 3 exemples. Quels sont les 3 exemples? On avait dit les fibres de stress, la cytodiarèse et la zonula adhérens. Donc au cours de la cytodiarèse, il y aura une intervention, il y aura une implication des microfilaments fins d'actine en faisceau large. Et l'organisation des microfilaments fins d'actine en faisceau large, elle fait intervenir quelles protéines associées? On avait dit qu'il y avait une implication de la myosine 2 avec la alpha-actinine, excellent. Alpha-actinine et myosine 2. C'est l'alpha-actinine qui était responsable de la création de la zonula adhérens. C'était l'alpha-actinine qui était responsable de cet enchevêtrement des microfilaments fins d'actine et de leur liaison avec les cadérines, avec les eucadérines. Vous vous souvenez des cadérines, l'interaction entre les cadérines, les protéines associées, puis les protéines associées avec les microfilaments fins d'actine. D'accord? Excellent, les caténines, alpha et bêta, bravo. Très bien, les protéines associées sont des caténines. Très bien. Donc ça va, vous retenez des cours. Bravo, très bien. Donc ici, mon but n'est pas de connaître quelles sont les protéines qui permettent de lier les cadérines. Mon but n'est pas de connaître ou de préciser quelles sont les protéines qui lient les cadérines aux microfilaments fin d'actine, mais de connaître quelles sont les fibres qui lient les microfilaments fin d'actine entre elles pour constituer un faisceau large. Et on avait dit qu'il y avait 2 types de protéines, c'était la myosine 2 avec l'alpha-actinine. C'est quoi la cytodiarèse? C'est la capacité d'une cellule ou le phénomène au cours duquel il y a une séparation du cytoplasme des 2 cellules filles au cours d'une division. Très bien, donc voici 2 cellules en division et on peut remarquer la séparation de leur membrane plasmique et la séparation de leur contenu cellulaire. Voici l'anneau contractile. Donc voici mes 2 cellules. Ça c'est une cellule.
Et ça, c'est une autre cellule. Et voici l'anneau contractile qui est en train de se créer. Puis, à travers des contacts focaux, point par point, entre les microfilaments fin d'actine et les filaments de myosine 2, il y aura un rétrécissement de cet anneau. L'anneau, il est comme ça, puis il rétrécit jusqu'à devenir nul. Il y aura une fusion des membranes et une séparation des deux cellules. Séparation des deux cellules. Très bien. L'anneau de cytodiérèse se contracte par interaction des microfilaments fin d'actine et les molécules de myosine 2. Donc, regardez ce qui va se passer. Ça, c'est une molécule de myosine. Ça, c'est une molécule de myosine. Ça, c'est une molécule de myosine. Et ça, c'est une molécule de pardon. Ça, c'est une molécule d'actine. On va commencer par la première. Ça, c'est un microfilament fin d'actine. Ça, c'est un microfilament fin d'actine. Ça, c'est la fameuse alpha-actinine. Et ça, c'est la myosine 2. Les microfilaments fin d'actine vont réaliser des contacts focaux. Elles vont se détacher de la myosine puis se refixer. Et la myosine 2 est en train de fixer et de défixer de l'ATP. Et à chaque fois qu'elle change de l'ATP avec de l'ATP, elle pourra réaliser des torsions de sa tête, des torsions de son cou et de sa tête. Donc, elle pourra devenir, elle est comme ça. Elle est comme ça. La tête de myosine, elle est comme ça. Elle va devenir comme ça. Donc, quand elle deviendra comme ça, elle va faire monter cette molécule de filament fin d'actine. Et de ce côté, elle est comme ça. D'accord? Elle est comme ça. Quand elle va se tordre, elle va devenir comme ça. Et quand elle devient comme ça, elle va faire descendre cette molécule d'actine. Donc vous voyez que les molécules d'actine sont en train de se déplacer, comment? Dans des sens inverses. Ce qui fait qu'il y aura une contraction et une diminution du diamètre de mon anneau contractile. C'est comme si vous étiez en train d'enrouler un cylindre. Quand vous enroulez un cylindre, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez joué avec la pâte à modeler quand vous étiez petit? La pâte à modeler, quand je la prends et je commence à l'enrouler, quand je l'enroule, qu'est-ce qui se passe? Elle se casse. Elle se casse et elle se sépare. Pourquoi elle se casse? Parce que quand je suis en train de l'enrouler autour d'elle-même, quand je suis en train de l'enrouler, je suis en train de lui envoyer des forces concentriques qui vont aller dans le même sens et qui vont permettre la séparation. Donc, vous voyez cet aspect. Il faut l'imaginer sur toute une surface. Tout ça, c'est l'anneau contractile. Dans l'anneau contractile, il y a une répétition de cette structure. Il y a une répétition de cette structure. Et à chaque fois, il y a une contraction, ce qui permet de réduire le diamètre jusqu'à ce qu'il y ait disparition de l'anneau contractile et la fusion des deux parties des membranes et puis la libération de deux cellules indépendantes. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Très bien, on avance. La cytodiérèse, en anaphase, il y a polymérisation de l'actine du cortex pour augmenter la quantité d'actine qui sera active. Il y aura son association avec les myosines 2. C'est une phase de préparation. Formation de l'anneau contractile. Faisceau circulaire contractile. C'est la mise en place de l'anneau. La mise en place va se faire par polymérisation des microfilaments fin d'actine. Avant de pouvoir séparer les cellules par les microfilaments fin d'actine par l'anneau contractile, je dois créer cet anneau contractile. Et quand je crée l'anneau contractile, je vais pouvoir l'utiliser. En télophase, la partie la plus terminale, il y aura glissement des microfilaments fin d'actine sur les têtes de myosine, puis une dépolymérisation de l'actine F et dissociation de la myosine. La partie de dépolymérisation et de dissociation, c'est quand il termine son travail. D'accord? Il y aura d'abord une contraction qui permet la séparation, puis je vais dégrader les molécules, je vais dissocier les filaments de myosine et je vais dégrader les microfilaments fin d'actine. Étranglement progressif jusqu'à la division des deux cellules. Donc, la séparation des deux cellules se fait par étranglement. La séparation des deux cellules se fait par étranglement. Et l'étranglement se fait grâce à quoi? Se fait grâce à la contraction ou bien grâce aux interactions des microfilaments fin d'actine avec les filaments épais de myosine. D'accord? Très bien, très bien. On avance. Est-ce que vous avez des questions? Donc, voici l'anneau contractile qui est en train de se contracter. La contraction, elle ne se fait pas comme ça, attention. Elle ne se fait pas comme ça dans ce sens. D'accord? Il n'y a aucune force qui exerce comme ça une contraction. Elle se fait comme ça. Il est en train de s'enrouler. Et en s'enroulant, il sépare les deux cellules. Il est en train de s'enrouler et en s'enroulant, il est en train de séparer les deux cellules. Très bien.
On a terminé avec la cytodiarrhèse. Vous voyez combien c'est rapide. On va voir maintenant la contraction musculaire. La contraction musculaire, on va bien la faire. Après, ce sera un cours de physiologie et un cours de cytologie. Après, vous allez vous en rappeler et bien la contraction musculaire. La propagation de l'influx nerveux en membrane du réticulum sarcoplasmique induit la libération du CA2+ stocké. Ce dernier est important pour l'interaction actine-myosine. C'est le fameux message précellulaire. Le message présynaptique, il connaît par quoi? Il connaît pas. Le message présynaptique, c'est quoi? Excellent. Avant, c'est la dépolarisation. C'est la dépolarisation en j'ai une stimulation nerveuse. La stimulation de la fibre présynaptique va ouvrir les canaux potentiels dépendants. Les canaux 1A+, et les canaux K+. Il y aura une entrée de 1A+, et une sortie de K+. Cette entrée de 1A+, et sortie de K+, elle représente ce que j'appelle le potentiel d'action. Le potentiel d'action va se propager jusqu'à arriver au niveau de la terminaison synaptique. Au niveau de la terminaison synaptique, qu'est-ce que j'ai des canaux calciques potentiels dépendants. J'ai des canaux calciques potentiels dépendants. Ils vont s'ouvrir les canaux calciques potentiels dépendants. Il y aura une entrée de calcium. Le calcium va interagir avec des protéines intracellulaires. Vous vous souvenez de la synaptobrivine, de la synaptotagmine, d'accord? Les molécules cibles du fameux clostridium. Quel clostridium? Oui. Autre comme les boîtes de conserve. Là, je ne suis pas non. Clostridium botulinum, le botulisme. Le botulisme, c'est quoi? Oui, c'est quoi le botulisme? Comme c'est la dégradation des protéines. La synaptotagmine, la synaptobrivine, c'est les protéines d'interaction, de fusion entre la vésicule et la membrane plasmique. Là, j'étais en train de parler de ces protéines. Comme je l'ai dit, il y aura une entrée du CA2+. L'entrée du CA2+ va faire en sorte qu'il y ait une interaction. Qu'il y ait une interaction entre le CA2+, et ces protéines. Ces protéines, c'est quoi? Ce sont des protéines intracellulaires qui sont responsables de la fusion. Qui sont responsables de la fusion des vésicules avec la membrane plasmique. Donc il y aura une entrée du CA2+. L'entrée du CA2+ va activer ces protéines et l'activation de ces protéines, elle va prendre les vésicules et les fusionner avec la membrane plasmique. Ces vésicules, qu'est-ce qu'elles contiennent? Elles contiennent l'acétylcholine. L'acétylcholine qui a été synthétisée en périphérique puis qui a été stockée à l'intérieur des vésicules. Les vésicules ninja, les vésicules sont venues du centre cellulaire par des mouvements entérographes réalisés par les microtubules par l'intermédiaire des kinésines. Donc microtubules, kinésines, sur les kinésines il y a des vésicules. Les vésicules vont arriver à la périphérie. Une fois arrivées à la périphérie, je vais internaliser l'acétylcholine à l'intérieur de ces vésicules. L'acétylcholine, je l'ai synthétisée à partir de quoi? À partir de l'acétylcholine plus la choline par une enzyme qui s'appelle la choline acétylase transférase. Choline acétyl transférase. Et il y aura des vésicules. Je vais diviser ces vésicules en deux boules, un pool de stockage et un pool d'exocytose. Dès qu'il y a entrée du CA2+, il y aura une activation des protéines. Ces protéines, ce sont la synaptobrivine, la synaptotagmine, le complexe SNAP. Il y aura une interaction avec ces protéines. Il y aura une exocytose. L'exocytose va libérer l'acétylcholine au niveau de la fente synaptique. L'acétylcholine va se fixer sur ces récepteurs. Ces récepteurs chaque récepteur possède deux sites de fixation d'acétylcholine. La fixation de l'acétylcholine va ouvrir les récepteurs. Ce sont des récepteurs canaux. Ce sont des récepteurs canaux non spécifiques. Ce sont des récepteurs canaux non spécifiques. C'est quoi leur fonction? C'est de laisser entrer le 1A+, et de laisser sortir le K+. Il y aura un potentiel post-synaptique que j'appelle le potentiel de plaque motrice. Le potentiel de plaque motrice arrive au seuil. Le potentiel de plaque motrice arrive toujours au seuil. Le potentiel de plaque motrice arrive toujours au seuil parce qu'il y a un facteur de sécurité important. Donc il y aura une dépolarisation et la dépolarisation va arriver au niveau des tubultés et puis elle va toucher le sarcoplasme, elle va toucher le réticulum sarcoplasmique. Voici le tubulté, s'il vous plaît. Voici le tubulté. Le tubulté, c'est en fait une invagination de la membrane. L'invagination de la membrane, elle permet le contact entre la membrane plasmique
entre la membrane plasmique de la cellule musculaire et le réticulum sarcoplasmique intracellulaire. Donc c'est comme si j'avais une membrane plasmique, puis la membrane plasmique va entrer elle-même à l'intérieur de la cellule. Voici le message. Elle n'a pas besoin d'un second messager. C'est la membrane plasmique qui va entrer. Quand elle entre, elle va pouvoir stimuler elle-même les réticulums sarcoplasmiques. Les réticulums sarcoplasmiques vont devenir actifs. Quand ils vont devenir actifs, ils vont s'ouvrir. Ils vont ouvrir les canaux calciques. D'accord? Ils vont ouvrir les canaux calciques, donc le calcium va être libéré. Il va être libéré du réticulum sarcoplasmique vers le cytoplasme. La concentration du calcium à l'intérieur du cytoplasme va augmenter. Le calcium va jouer un rôle intracellulaire très important. Le calcium va se fixer sur une protéine. Cette protéine s'appelle la troponine C. D'accord? Quand le calcium se fixe sur la troponine C, elle va diminuer l'affinité à la tropomyosine. La tropomyosine va se détacher. Elle va se détacher des microfilaments fins d'actine. Elle va se détacher. Et le détachement de la tropomyosine va permettre la fixation de la myosine. La tropomyosine cache les sites de fixation de la myosine. Donc, il y aura une activation de la troponine C. La troponine C déplace la tropomyosine. Lorsque la tropomyosine se déplace, elle va laisser les microfilaments, elle va laisser la myosine se fixer et il y aura une fixation de la myosine et des interactions entre les microfilaments fin d'actine et les filaments épais de myosine. Ces interactions se font par phosphorylation et déphosphorylation. Fixation de l'ATP et fixation de l'ADP, et à chaque fois qu'il y ait une fixation de l'ATP, une hydrolyse de l'ATP en ADP, une libération de l'ADP, d'accord, puis une fixation d'une autre molécule d'ATP, à chaque fois la cellule ou la fibre, le filament épais de myosine est en train de courber sa tête ou de la rendre rectiligne. Soit elle est rectiligne, soit elle est courbée. Soit elle est rectiligne, soit elle est courbée. Et à chaque fois, il est en train d'avancer dans le microfilament fin d'actine, et à chaque fois qu'il avance, il y aura un rétrécissement des interactions entre les microfilaments fin d'actine et les filaments épais de myosine, ce qui permet de raccourcir le sarcomère, ce qui permet de raccourcir la myofibrille, ce qui permet de raccourcir la fibre musculaire, ce qui permet de raccourcir le muscle, ce qui permet de déplacer les ligaments, ce qui permet de déplacer l'os, ce qui permet de déplacer le membre. Donc il y aura un déplacement du membre grâce à ces contractions qui sont dépendantes de ce message précellulaire présynaptique qui s'est transformé en un message mécanique par l'interaction entre les microfilaments fin d'actine et les filaments de myosine. Est-ce que c'est clair, la contraction musculaire? Très bien, donc voici, on va lire maintenant. Le calcium, le Ca2+, va inhiber l'interaction tropomyosine-actine. Vous voyez, par déviation de la tropomyosine de la position initiale et active l'interaction actine-myosine. Le Ca2+. C'est quoi la fonction? Le Ca2+, quand il est libéré dans le cytoplasme, où la concentration du Ca2+, va augmenter à l'intérieur du cytoplasme, l'augmentation de la concentration du Ca2+, c'est quoi son rôle? C'est qu'elle va être fixée sur la troponine C pour déplacer la tropomyosine. C'est la simple fonction du calcium. Le calcium ne va faire que se fixer sur la troponine C pour que la troponine C déplace la tropomyosine, pour que la tropomyosine ne cache plus ou n'arrive plus à cacher les sites de fixation de myosine. D'accord? Très bien. La fixation du calcium sur la troponine C modifie la configuration de la troponine. La déformation de la troponine modifie la position de la troponine T. Celle-ci entraîne son déplacement de la myosine. S'il vous plaît, il est en train d'entrer dans des détails. Alors, on a dit la troponine, elle est constituée de trois parties: la troponine C, la troponine I et la troponine T. La troponine C, c'est le site de fixation du calcium. Puis il y aura un changement de conformation de la troponine I, et la troponine I va déplacer la troponine T, et la troponine T va déplacer la tropomyosine. C'est pas important. L'essentiel, il y aura un changement de conformation de la troponine. Ce changement de conformation de la troponine, il va pousser la tropomyosine. C'est le résultat le plus important. La tropomyosine étant écartée du sillon d'actine, les sites de fixation des têtes de myosine deviennent accessibles. Donc tout ça pour déplacer la tropomyosine et permettre à la myosine de se fixer sur l'actine. Et permettre à la myosine de se fixer sur l'actine.
Très bien, très bien. Les têtes de myosine hydrolysent l'ATP pour se fixer sur leur site de filament d'actine. Donc voici mon microfilament fin d'actine, voici mon microfilament fin d'actine, voici un autre microfilament fin d'actine, voici un autre et voici un autre. On a dit que les myosines vont interagir pour constituer des dimères en tête bêche. Des dimères en tête bêche. Maintenant, j'ai une extrémité orientée vers un sens, j'ai une extrémité orientée vers un sens et une autre extrémité orientée vers un sens. J'ai beaucoup de myosines qui forment le bouquet de myosine et j'ai beaucoup d'autres myosines qui forment un autre bouquet de myosine. Et les deux vont se dimériser pour avoir deux bouquets. C'est quoi le rôle du bouquet? C'est d'avoir des filaments de myosine qui sont exprimés à 360 degrés. Ils vont être radiés, c'est une coupe, attention. Les filaments de myosine et les filaments d'actine, leur interaction, c'est une interaction cylindrique. Je comme ça un cylindre de microfilaments fin d'actine, et dans chaque point du cylindre, il y aura une interaction entre les filaments de myosine et les filaments d'actine. D'accord? Mais ce n'est pas des traits, c'est des cylindres, c'est des ronds. D'accord? Donc si on prend une coupe transversale, tout ce qui est envers, c'est l'actine. Et les points rouges, c'est la myosine. Myosine. Et il y aura une interaction. C'est des tubes qui sont en train de changer de longueur. D'accord? Très bien. On avance. La tête de myosine se lie à ces sites dans l'extrémité moins, vers l'extrémité, dans le sens, pardon. La myosine se lie à ces sites dans le sens extrémité moins vers extrémité plus du microfilament fin d'actine, puisqu'elle va avancer vers le site plus. Par cycle de phosphorylation et de déphosphorylation de la myosine, les microfilaments fin d'actine vont glisser sur les têtes de myosine de l'extrémité plus vers l'extrémité moins. Regardez. L'énergie étant fournie par l'hydrolyse de l'ATP sous l'action enzymatique de la myosine elle-même. Voici le microfilament fin d'actine. Voici son extrémité plus, voici son extrémité moins. D'accord? La myosine, elle se fixe sur l'extrémité moins. La myosine se fixe ici sur l'extrémité moins. Puis, en se contractant, en réalisant comme la torsion de sa tête, l'actine. Donc, elle est en train d'avancer sur l'actine, mais le moins le plus. Mais l'actine, elle est en train d'avancer dans la myosine. Du plus vers le moins. S'il vous plaît, suivez ma main. Ça, c'est la myosine. Elle a la capacité de réaliser ce mouvement. Ça, c'est l'actine. Ça, c'est l'extrémité moins de l'actine. Et mon coude, c'est l'extrémité plus de l'actine. Ça, c'est l'extrémité moins. Ça, c'est l'extrémité plus. Ça, c'est la tête de myosine. Donc, la myosine se fixe sur l'extrémité moins. Et elle avance dans le sens extrémité moins vers l'extrémité plus. Comment elle avance? Comme ça. Torsion, séparation, rectiligne, on va fixation, torsion, séparation, rectiligne. Elle avance dans le sens moins vers le plus. Si je parle du microfilament fin d'actine, comment il est en train d'avancer? Il est en train d'avancer par son extrémité moins, du moins vers le plus. D'accord? Il prend son extrémité moins, il est en train de la pousser vers le filament de myosine. Vers le filament de myosine. Très bien, très bien. On avance. Voici le fameux cycle. Voici le fameux cycle. Non, on va pas vraiment le détailler. C'est très simple. Il faut savoir qu'il y a différents états. On va voir ce cycle, c'est mieux. C'est un cycle qui a été tiré du Costanzo de physiologie, d'accord? Donc, voici les différents états. Ça, c'est l'état rigor, c'est l'état contracté, c'est l'état courbé. On peut le courbé ou rectiligne. Courbé, c'est-à-dire hagda, d'accord? Courbé, c'est ça. Ou rectiligne, c'est ça. D'accord? Très bien. Donc, j'ai l'aspect courbé. C'est quoi les caractéristiques? Courbé, fixé, et pas d'ATP fixé. Donc, c'est le premier état. On va voir 5 étapes. La première étape, c'est quoi? C'est que la myosine, elle est fixée, courbée, sans ATP. Courbée, fixée, sans ATP. Courbée, fixée, sans ATP. Courbée, fixée, sans ATP. D'accord? Allez. Quelle est la deuxième phase? Elle devient fixée à l'ATP. Elle va fixer l'ATP. La tête de myosine fixe l'ATP.
Quand elle fixe l'ATP, elle se détache. Quand elle fixe l'ATP, elle se détache de l'actine. D'accord? On avance. Elle va hydrolyser. Elle va hydrolyser. Elle va hydrolyser l'ATP en ADP. Et elle devient rectiligne. Elle devient rectiligne. Elle devient rectiligne. Quand elle devient rectiligne et qu'elle possède l'ADP, elle se fixe. Elle se fixe sur la myosine. Quand elle se fixe sur la myosine, elle perd l'ADP. Quand elle perd de l'ADP, elle se détache. Elle se fixe. Elle se fixe. Quand il y a hydrolyse de l'ATP en ADP, l'affinité augmente. L'affinité augmente, il y a fixation. Quand il y a libération de l'ADP, il y a courbure. Vous remarquez que la E, que la dernière phase, c'est la même que la A. Donc je suis en train de faire un cycle. Allez, on reprend. C'est quoi la première phase? C'est quoi la première phase? Elle est fixée, courbée et pas d'ATP. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va fixer l'ATP. La myosine ATP a moins d'affinité à l'actine. Elle va se séparer. Donc, la première étape, à partir de laquelle je commence mon cycle, c'est que j'ai une tête de myosine qui est courbée, fixée, sans ATP. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir fixation de l'ATP. Puis, fixation de l'ATP, il y aura un détachement. Fixation de l'ATP, puis détachement. Puis, il y aura une hydrolyse de l'ATP en ADP. L'hydrolyse sera suivie de quoi? De la fixation, puisque l'ADP a une forte affinité. Elle sera suivie par la fixation, puis la fixation sera suivie par la libération de l'ADP, et la libération de l'ADP va réaliser une courbure. Allez, on reprend. Qu'est-ce qui se passe? J'ai de la tête de myosine qui est courbée, fixée, sans ATP. C'est la première phase. Myosine courbée, fixée, sans ATP. Myosine courbée, fixée, sans ATP. Courbée, fixée, sans ATP. Très bien. Courbée, fixée, sans ATP. Il y aura une fixation d'ATP. 2. Fixation d'ATP. 3. Détachement. Détachement de la myosine de l'actine. Détachement de l'actine. D'accord? Hydrolyse. L'hydrolyse sera suivie d'un aspect rectiligne, puis fixation. Aspect rectiligne, regardez ici. Quand elle hydrolyse, l'énergie d'hydrolyse, elle l'utilise pour devenir rectiligne. Puis l'état ADP va la fixer. Elle n'utilise pas l'énergie pour se fixer. Elle utilise l'énergie pour se tordre, pour devenir rectiligne. Puis la présence d'ADP va la fixer. Très bien. Puis libération d'ADP, il y aura une courbe. Oui. Un détachement, oui. Avant de faire la bouche, qu'elle courbée, elle n'a pas encore consommé plus bas. Tant qu'il n'y a pas de consommation d'ATP, elle ne devient pas rectiligne, elle reste courbée. Qu'elle courbée, elle reste là. Allez, je reprends. Oui, le passage de courbée à rectiligne se fait par hydrolyse d'ATP. Le passage de courbée à rectiligne, c'est pas pour la hydrolyse d'ATP. Et le passage de rectiligne vers courbée ne se fait pas par la libération de l'ATP. Je reprends. S'il vous plaît. J'ai une tête de myosine. La tête de myosine, elle est courbée, fixée, sans ATP. Qu'est-ce qu'il va faire? Elle va fixer l'ATP. Quand elle fixe l'ATP, elle se détache de la myosine. Quand elle se détache de la myosine, il y aura une hydrolyse. Quand il y aura une hydrolyse, elle va devenir rectiligne. Elle va contenir de l'ADP. L'ADP a une forte affinité. Elle va se fixer sur la myosine. Elle va libérer la myosine. Elle va libérer l'ADP. Quand elle libère l'ADP, elle redevient courbée. Je reprends. Je commence par une tête de myosine qui est courbée, fixée, sans ATP. Courbée, fixée, sans ATP. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va fixer l'ATP. Quand elle fixe l'ATP, elle se détache. Quand elle se détache, elle va hydrolyser l'ATP. Quand elle hydrolyse l'ATP, elle devient rectiligne. Quand elle devient rectiligne, elle se fixe. Quand elle se fixe, elle libère l'ADP. Quand elle libère l'ADP, elle devient courbée. Donc, je reprends. C'est une ATP courbée fixée sans ATP.
elle va fixer l'ATP, elle va se détacher, elle va hydrolyser, elle va devenir rectiligne, elle va se fixer, elle va libérer l'ADP, elle va devenir courbée. Elle va ensuite, elle est courbée, elle va fixer l'ATP, elle va se détacher, elle va hydrolyser, elle va devenir rectiligne, elle va se fixer, elle va libérer l'ATP et elle va devenir courbée. Elle va fixer l'ATP, elle va se détacher, elle va hydrolyser l'ATP, elle va devenir rectiligne, elle va se fixer, elle va libérer l'ATP, elle va devenir courbée. Elle va devenir. Qui peut reprendre? Je reprends. J'ai une tête de myosine qui est courbée, fixée à la tine et qui est sans ATP. Elle va fixer l'ATP. Quand elle fixe l'ATP, elle va se détacher. Quand elle se détache, elle hydrolyse l'ATP. Quand elle hydrolyse l'ATP, elle devient rectiligne. Quand elle devient rectiligne, elle se fixe. Quand elle se fixe, elle libère l'ATP. Quand elle libère l'ATP, elle devient courbée. Elle va fixer l'ATP, elle va se détacher, elle va hydrolyser l'ATP, elle va devenir rectiligne, elle va se refixer, elle va libérer l'ATP, elle va devenir courbée. Qui peut reprendre? Allez. Très bien, on avance. Donc, conséquence de ce glissement, le raccourcissement du sarcomère. Donc, voici les microfilaments fins. Voici les microfilaments fins d'actine et voici les filaments de myosine. Il y aura une interaction. Courbée, elle avance le microfilament fin d'actine et il y aura un raccourcissement. تبدا تجبد في الميكروفيلامون fin d'actine et les myosines sont attachées l'une à l'autre. Au niveau de cette partie, elles sont attachées, donc elles ne peuvent pas changer de longueur. واش يديروا يجبدوا عندهم les microfilaments fin d'actine, elles vont attirer vers eux, يجبدوا les filaments fin d'actine pour qu'il y ait un raccourcissement. Et on appelle cette longueur dans la fibre musculaire la longueur L0. C'est la longueur de repos où il faut la contraction musculaire maximale. Très bien. La contraction des fibres musculaires résulte du glissement des microfilaments fin d'actine sur les myofilaments ou les filaments de myosine. D'accord? Très bien. On a terminé avec la contraction musculaire. On va voir les mouvements amoeboïdes. Très bien. In vivo, ce sont les cellules tumorales qui peuvent migrer d'un endroit à un autre endroit. Les cellules macrophagiques, surtout les histiocytes. D'accord? Quand j'ai des cellules macrophagiques au niveau d'un tissu conjonctif, elles doivent aller vers le germe. Quand on a un macrophage, quand on a un monocyte, le monocyte qui a la circulation sanguine. Il est sorti de la circulation sanguine, il s'est retrouvé au niveau du site inflammatoire. Je suis un macrophage. La circulation paramétrique. Donc tu es une bactérie. D'accord? Je dois te phagocyter. On est pas phagocyter. Il n'y a que les arbitres qui disent bonjour à Arwah, je vais venir vers toi et te phagocyter, et te manger. D'accord? Et te phagocyter. Donc le macrophage se déplace vers la bactérie pour la phagocyter. Donc le macrophage doit se déplacer, il doit partir vers la bactérie pour la phagocyter. Mais là, elle ne va pas partir vers eux. La cellule embryonnaire, les cellules embryonnaires, la migration des cellules épiblastiques à potentiel mésoblastique, le passage de l'ectoblaste vers le mésoblaste se fait par des mouvements amoeboïdes via des facteurs chimiotactiques. Vous vous souvenez de nos longues semaines asianiennes? D'accord? Donc il y avait un déplacement des cellules embryonnaires vers des sites où elles vont maturer. Très bien, in vitro, les fibroblastes en culture. Quand je prends un fibroblaste, je le mets dans un molécule de culture, je le laisse proliférer, je peux remarquer qu'il réalise des mouvements qui ressemblent à des mouvements des parasites qui sont les amibes, et j'ai appelé ces mouvements les mouvements amoeboïdes. Très bien, le déplacement de l'amibe, qui est un protozoaire, ressemble au mouvement amoeboïde. C'est faux, la phrase elle est un peu... L'amibe est un organisme unicellulaire, c'est un parasite. Que vous allez voir, vous allez étudier les amibes en 3e année. En Taméba. Histolytica.
D'accord. Donc, les amis, il fallait dire que les mouvements des cellules ressemblent au mouvement des amibes. Elle est bien similaire au mouvement améboïde. Elle est bien similaire au mouvement améboïde. D'accord. Similaire au mouvement améboïde. C'est pas l'inverse. Mais chez l'amibe, le mouvement تاعها اللي يشبه الموفمون تاع les cellules تاعي. أنا سميتهم améboïdes, mais سميتهمش mouvement macrophagique, سميتهم mouvement améboïde. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Vous êtes Allez. Adhésion de la cellule à sa matrice extracellulaire lors du mouvement grâce aux contacts focaux. Vous voyez, ici aussi, il y a des contacts focaux. Maintenant, il y a des contacts localisés entre la membrane plasmique. Ce n'est pas un contact de toute la membrane plasmique qui est dans une molécule d'adhésion. Oui, c'est des molécules d'adhésion, c'est des liaisons qui sont créées, qui sont permanentes. C'est des contacts focaux, point par point. Je réalise un contact avec cette partie, puis ce contact cède, et il y aura un autre contact à sa place. C'est des contacts localisés, c'est des contacts focaux. Vous avez compris ce que c'est qu'un contact focal, d'accord? Ce n'est pas un contact permanent, mais c'est un contact localisé. Très bien, il n'est pas réparti à toute la surface de la membrane. Donc il y aura des mouvements sur la matrice extracellulaire. Elle va utiliser la matrice extracellulaire pour bouger, comme par exemple, il y a que pour se déplacer dans les bois, il va prendre les cordes des arbres, il va se déplacer. D'accord. Donc c'est la même chose. Elle va prendre fixation sur la matrice. Elle ne peut pas se déplacer librement. Elle doit se fixer sur les endroits pour se déplacer. Très bien. Donc, domaine de la membrane plasmique ou les intégrines. Ce sont les intégrines. De quoi on est en train de parler? On est en train de parler des fibres de stress. Et les fibres de stress prennent naissance au niveau des hémidesmosomes. Au niveau des hémidesmosomes, où il y a une interaction entre les intégrines et les éléments du milieu extracellulaire. Très bien. Donc on ne va pas parler d'hémidesmosomes d'ailleurs, puisque dans les hémidesmosomes c'est un moyen de fixation. Là, on n'est pas en train de se fixer. Vous vous souvenez des hémidesmosomes? D'accord. Dans les hémidesmosomes, je me fixais à la laminine. Vous vous souvenez de la laminine? Très bien. Là, ce ne sera pas des mouvements sur la laminine, des fixations sur la laminine, mais des mouvements sur les fibres de collagène. Ce sera toujours de l'intégrine, mais ce sera de l'intégrine qui va se fixer sur le collagène pour s'y déplacer. Très bien. Les faisceaux larges des microfilaments, fibres de stress, se contractent pour soulever la cellule. Donc, regardez ce qui va se passer. Je vais prendre des points de fixation. D'accord? Ou là, attendez, on termine tout. On parle avant de l'endocytose et de l'exocytose, puis je vous parle du mécanisme en général. Allez, transport de lactine, dépolymérisation de lactine en arrière, transport de lactine monomérique et sa polymérisation rapide en avant. Donc il y aura une dépolymérisation de lactine en arrière. L'arrière de la cellule va être faible ou la pauvre en microfilaments fin d'actine, et sa partie antérieure va être riche par la formation des laminipodes, des pseudopodes. D'accord? Elle va constituer un réseau riche en avant. Transport des vésicules pendant les mouvements améboïdes, endocytose des vésicules en arrière, leur transport sur le microtubule et exocytose en avant. Très bien. Allez, on parle des trois phénomènes. De quoi on a parlé jusque-là? On a parlé des fibres de stress. Là, on a parlé avant, on a parlé de l'interaction entre l'intégrine et la membrane basale. On a parlé des intégrines de la membrane basale. Il y a eu une interaction entre l'intégrine et les protéines de la lame basale. Ça, c'est la première interaction de laquelle on a parlé. On avait dit que les molécules d'intégrine, elles pouvaient se fixer sur les protéines de la lame basale. Premier contact. Deuxième action, on a parlé des fibres de stress qui pouvaient se contracter. Troisième contact, on a parlé des microfilaments fin d'actine qui pouvaient se dépolymériser dans un point et se polymériser dans un autre point. Quatrième chose, on avait parlé des endocytoses et des exocytoses au cours des mouvements améboïdes. Qu'est-ce qui se passe au cours d'un mouvement améboïde? Premièrement, je vais me fixer. La cellule va se fixer sur la membrane basale. Elle va se fixer par des contacts focaux. Maintenant, il y a un contact. Plus tard, il n'y aura pas de contact. D'accord? Elle va polymériser les microfilaments fin d'actine en avant. Elle va les polymériser pour prolonger sa membrane en avant.
et elle va dépolymériser les microfilaments de fin d'actine en arrière pour réduire sa longueur arrière. Donc vous voyez qu'elle est en train de s'allonger en avant et de se raccourcir en arrière. 1. Et 2, elle va réaliser des endocytoses en avant, en arrière, et elle va réaliser des exocytoses en arrière. Elle va se prolonger en arrière. Le prolongement en avant, elle va se prolonger en avant. Le prolongement en avant se fait par les microfilaments qui sont en train de se polymériser et aussi par l'exocytose. Et vous voyez que ces deux phénomènes sont concomitants. Les microfilaments fermatines, ils vont faciliter l'exocytose, puisque les microfilaments fermatines, par interaction avec la myosine 1, et vous vous souvenez de ça, par interaction avec la myosine 1, ou par interaction avec la profiline, ça va permettre l'interaction avec par la gel solide et la myosine 1, elle permet l'exocytose. Elle permet l'exocytose, donc les microfilaments fermatines sont impliqués dans l'exocytose. Donc il y aura un prolongement de la membrane, une exocytose. Donc tout ça, on va faire en sorte qu'il y ait un agrandissement, un avancement vers l'avant. En arrière, qu'est-ce qui est en train de passer? Qu'est-ce qui est en train de se passer? En arrière, je suis en train de dépolymériser les microfilaments fermatines et puis réaliser des endocytoses. Je suis en train de raccourcir la membrane en arrière ou de la prolonger en arrière. Entre les deux, j'ai le milieu cellulaire. Au milieu, j'ai des fibres de stress. Les fibres de stress vont se contracter. Quand elles se contractent, elles vont soulever la membrane. Et quand elles soulèvent la membrane, il faut imaginer que j'ai une membrane plasmique ici. Ça, c'est une membrane plasmique. Ça, c'est une membrane plasmique. Si je la soulève par la contraction des fibres de stress, ça, c'est une fibre de stress, ça, c'est une fibre de stress. Elles vont se contracter. Quand elles se contractent, voici l'aspect de la membrane. La membrane va devenir comme ça. Elle va se soulever. Et quand elle se soulève, la membrane, elle facilite le transport ou la réduction du contact. Elle va permettre la réduction du contact avec le milieu extracellulaire. Donc elle va attirer la partie postérieure vers l'avant. Elle va attirer la partie postérieure vers l'avant et elle va permettre le soulèvement de la membrane. S'il vous plaît, je suis en train de soulever la membrane, je suis en train de prolonger la membrane, je suis en train de réaliser des exocytoses. Donc je suis en train de créer une nouvelle membrane derrière, je suis en train de réduire mon ancienne membrane. Cette nouvelle membrane, je vais enlever mes points de liaison, parce que je suis en train de soulever la membrane, je vais détruire les liaisons de l'intégrine avec la lame basale pour créer de nouvelles liaisons dans la membrane myoformée. Cette membrane, qu'est-ce que je lui fais? Je la soulève. Quand je la soulève, je vais réaliser une endocytose avec une dépolyméralisation du microfilament fermatine. Donc j'aurai une destruction de toute cette partie cellulaire. Il y aura une nouvelle partie du cellule qui est formée. Formée grâce à quoi? À la prolifération des microfilaments fermatine, puis une exocytose, puis une création de nouvelles liaisons entre l'intégrine et la lame basale. Puis je vais la soulever, puis je vais réaliser une endocytose, puis je vais réaliser une dépolyméralisation du microfilament fermatine, puis je vais prolonger la membrane, puis je vais réaliser des exocytoses, puis je vais créer de nouveaux liens, puis je vais les soulever, puis je vais réaliser une endocytose, puis je vais réaliser une dépolymérisation, puis je vais envoyer de nouvelles liaisons vers le mode de prolifération et d'exocytose. Je vais les soulever, etc. J'ai pu, grâce à la succession de ces mouvements de soulèvement, d'endocytose, de dépolymérisation des microfilaments fermatine, et puis, à le deuxième pôle, dans l'autre pôle, la polymérisation, la création de microfilaments fins, ou de la polymérisation d'autres filaments fins, puis la création de nouveaux ponts avancés vers le côté. Donc je suis en train de détruire une partie de la cellule et de construire une partie de la cellule. Au fur et à mesure que je suis en train de détruire et de construire, j'établis de nouvelles liaisons et j'enlève les anciennes liaisons. C'est ce qui permet à la cellule de se déplacer et on appelle ce mouvement le mouvement amyloïde parce qu'il ressemble au mouvement des amibes. Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc, coopération entre les microfilaments fins d'actine et les microtubules et leurs protéines associées pour le transport des vésicules membranaires nécessaires au déplacement cellulaire. Vous savez très bien qu'au cours du transport vésiculaire, il y a une succession d'actions des microtubules et des microfilaments fins d'actine. Lorsque je réalise une endocytose, ce sont les microfilaments fins d'actine qui commencent à interagir via les profilines, et puis il y aura les microtubules qui vont interagir via les déniés. Lorsque je réalise une
exocytose, ce sont les microtubules qui commencent à agir via les kinésines, puis les microfilaments fin dactyles via la gélsoline et la myosine 1. La gélsoline et la myosine 1. Donc il y aura une succession d'endocytose et de exocytose. D'endocytose et de exocytose. Formation du phylopode par polymérisation d'actine et par augmentation de la surface membranaire. On avait vu les phylopodes, on avait dit que les phylopodes étaient une localisation d'organisation des microfilaments fin d'actine en faisceau serré. Et quelles étaient les molécules qui étaient responsables de l'organisation en faisceau serré? La viline et la fembrine, excellent. La viline et la fembrine permettaient de lier les microfilaments fin d'actine dans des faisceaux serrés. Ces faisceaux serrés pouvaient avancer ou les faire avancer la membrane. C'est les phylopodes. Les phylopodes sont un moyen de déplacement. L'idée d'accord? Donc elle est en train d'avancer, elle est en train de créer de nouveaux espaces membranaires. Exocytose à l'avant induit un gain de surface en avant, d'accord? D'où la protrusion cellulaire et la formation de nouveaux contacts focaux. Vous voyez, c'est lorsque je réalise des exocytoses, c'est lorsque je réalise des prolongements membranaires que je peux réaliser de nouveaux contacts focaux et je détruis les anciens contacts focaux. Très bien, très bien. Voilà, l'attraction entre deux contacts focaux contracte la cellule. Donc je vais réaliser, voici comment ça se passe. J'ai une fibre de collagène. Tout ça ce qui est en bas, c'est la fibre de collagène. Les fibres de collagène sont liées à l'intégrine, d'accord? Et là, j'ai les microfilaments fins d'actine. D'accord? Et les microfilaments fin d'actine, c'est des fibres de stress. Donc, il y a une interaction avec les myosines 2. Il y aura une interaction entre la myosine 2 et les microfilaments fin d'actine, ce qui fait qu'il y ait une contraction. Et la contraction va pousser cette fibre, vers ce côté. D'accord? Et cette fibre vers ce côté. Pardon, l'inverse. D'accord? Elle va pousser cette fibre vers ce côté. Et cette fibre vers ce côté. D'accord? Il y aura une contraction, et cette contraction, imaginez que je suis un air, que je suis devant une cellule qui est fixée par les intégrines, puis je lui réalise des contractions. Ce qui va me permettre de soulever cette partie de la membrane. Cette partie de la membrane, elle sera soulevée et j'aurai une réduction de la surface membranaire. Je vais la soulever, la membrane et lui donner la capacité de s'exociter plus tard. Très bien, très bien. Il y aura une contraction de la cellule, ou une diminution de la surface cellulaire. Allez, on avance. Effet de la contraction, on a terminé. Effet de la contraction des fibres de stress. La contraction des fibres de stress détache la membrane basale et soulève la cellule. D'accord? Donc, je vais soulever la cellule et lui permettre de se détacher. De la lame basale. Donc la cellule deviendra libre et elle peut réaliser des endocytoses et des exocytoses. Très bien, on avance. Contraction des fibres de stress liées au contact focaux pendant les mouvements amoeboïdes, c'est juste un autre schéma. Étape de la migration cellulaire, c'est ce que je viens de vous dire. D'accord? Donc il y a au début l'extension par des phylopodes, plus une exocytose et tout. Puis il y aura une adhésion de ce phylopode à un nouveau point de contact. Puis il y aura une contraction et translocation de la cellule. Toutes les parties qui étaient postérieures, elles vont se contracter. Et la contraction sera suivie d'une rétraction. La rétraction, c'est la cellule qui diminue sa surface. Donc, on est en morbide et je pense que la méthode avec laquelle je vous ai expliqué, elle est meilleure. J'ai commencé par l'endocytose. Parce qu'on ne peut pas prolonger la membrane sans avoir une nouvelle membrane. Je ne peux pas dire que je réalise le prolongement, puis l'endocytose. Non, je commence par l'endocytose pour avoir une réserve de membrane. Cette réserve de membrane, je vais l'utiliser pour réaliser l'exocytose. Donc, l'essentiel, c'est une succession de ces événements. Émission de phylopodes plus exocytose, création de nouveaux contacts, destruction des anciens contacts par la contraction des fibres de stress, endocytose et déminéralisation ou la dépolymérisation des microfilaments fins d'actine. Il y aura une rétraction et on a terminé avec ce cours. Je vous remercie.